Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. Tous mes invités ont une énergie débordante et un sens de l'effort convaincant. Tous mes invités incarnent un pan de la gastronomie et de la convivialité gourmande. Pour cet épisode numéro 34, je reçois 4 personnalités qui sont sensibles au manger vrai, sensibles à une alimentation réconfortante, sensibles à la créativité authentique. Bienvenue, Caroline Lafosse, franco-péruvienne, chef du traiteur Uchu Cantu, un traiteur qui promeut la gastronomie de son pays. Bonjour Caroline. Bonjour. Arnaud Meunier, directeur de la brasserie Lazare du chef étoilé Éric Fréchon depuis 6 ans. Bonjour Arnaud. Bonjour. Florian Baudry, chef de projet marketing et responsable des formations au sein de l'école de cuisine Chef Square à Paris et à Lyon. Bonjour Florian. Bonjour. Marion Gianelli, une Alsacienne qui a créé avec Margot Millet la marque de confiture Pauline en 2022. Bonjour Marion. Bonjour. Alors Marion, je te garde. Bien sûr. Alors, Pauline, c'est la première marque de confiture de légumes en France. Est-ce que tu peux me parler de la genèse de la marque, notamment du nom ? Oui, tout à fait. Alors, le nom Pauline vient des mélanges des prénoms Paulette et Jacqueline, qui sont nos grands-mères avec Margot. Donc, c'est vrai que le début de cette histoire, c'est vraiment dans les cuisines de nos grands-mères. Quand on était petite, on faisait beaucoup de confitures de légumes et de fruits avec elles. Et en grandissant avec Margot, on ne retrouve pas les recettes qu'on faisait avec elle. Donc, notamment des confitures à base de courgettes, de potimarrons, choses comme ça. Donc, tout simplement, si je puis dire, on a décidé de les créer. Donc, on a commencé notre activité en septembre 2022. Ça fait 1 an et demi à peu près. D'accord. Mais tu as eu un prix récemment. Oui, on a gagné. Très vite d'ailleurs. Ouais, même pas 1 an après le lancement de nos produits, on a gagné le championnat du monde de confiture. Oui, donc c'est ça. Vous avez été récompensé au Confituriat de Beaupuy. Oui, c'est ça. C'est vraiment le concours officiel où il y a 80 confituriers professionnels qui s'inscrivent. Chaque confiturier fait 2 recettes. Et au cumulé des points, on a gagné sur les 2 catégories. D'accord. Et vous avez décroché l'or avec quelle recette, du coup ? Avec framboise cassis, donc pour le coup, une confiture de fruits et une confiture mélange fruits-légumes, fraises, poivrons, abricots. Donc, à la base, le concours donne des deadlines, des guidelines un petit peu précises. Et nous, dès qu'on a pu, on a rajouté du légume parce que c'est vraiment notre marque de fabrique à la base. Donc, fraises, poivrons, abricots, c'est une tuerie. Et donc, cette créativité, tu la dois à quoi ? Cette envie de pousser les limites, en fait, de la création. Ouais, je dirais qu'avec Margot, on est très, très sensible, évidemment, à tout le milieu de la food. On regarde toujours tout ce qui se fait. Margot est maître confiturière, donc elle teste toujours des nouvelles recettes. Même quand on mange au resto, on est des grandes gourmandes. Donc c'est pour ça que même dans ta présentation, quand tu as dit convivialité, gourmandise, là, on est c'est-à-dire, on est complètement c'est un peu dedans. le dénominateur commun de tous mes invités. Ceux qui me disent on ne mange rien, on ne boit pas, je les exclus d'office. Ouais, là, on est complètement dedans. Je pense que c'est vouloir bien manger avec beaucoup moins de sucre. On fait des confitures qui sont beaucoup moins sucrées que des confitures traditionnelles pour bien sentir le goût du légume ou du fruit. Donc, c'est vraiment faire des beaux produits français, bio, mettre beaucoup d'amour et ça a marché. L'amour, ça donne tout. Ce que j'allais dire, toujours de l'amour. Et du coup, l'industrialisation, comment ça se passe des bocaux, notamment ? Alors, pour le moment, on produit dans une conserverie à Metz, du coup en Lorraine, puisqu'on a trouvé vraiment une conserverie qui n'était pas loin de chez nous pour commencer à produire. Là, on va aussi commencer à produire dans un nouvel atelier dans le sud, qui a une production semi-artisanale. Tu t'excentres de l'Alsace. Oui, on reste français, évidemment, mais punaise, on en a cherché aussi en Alsace des ateliers de production, mais on n'en a pas trop trouvé. Donc, avant d'avoir assez de fonds pour avoir les nôtres, on externalise pour le moment, mais ce sont nos recettes et ils nous aident à éplucher les légumes parce qu'il y a du boulot. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et comment tu sources les produits du coup ? Alors, on a des partenariats avec des producteurs locaux. La conserverie à Metz, en fait, transforme
pour les producteurs lorrains. Donc en fait, tout se fait en direct. Tous les producteurs ont c'est tout des légumes et des fruits bio. Et tout se fait en direct, vraiment tout simplement. Évidemment, on essaie de sauver les légumes moches, j'ai envie de dire. Parce que dans tous les cas, on en fait de la confiture. Mais voilà, quand on doit faire des plus grands volumes, on n'est pas fâché, on prend un peu de tout. D'accord. Donc une vraie cohérence, en fait. C'est ça qui est important pour les clients. Et Oui. qui sont tes clients ? Alors, on vend sur notre site e-commerce pour les particuliers. On vend beaucoup à 50% en e-commerce et à 50% aux professionnels. Donc, les épiceries fines, les fromageries, beaucoup. On a une vraie cible avec les fromagers, les restaurants, les hôtels, les brunchs, donc tout le CHR, qui veulent justement proposer quelque chose d'un petit peu original et une expérience un petit peu gustative sympa. Ok, alors moi je fais une passerelle très vite avec un restaurant, Arnaud. Ouais. Oui. Alors comment vous, au Lazare, vous sourcez les produits ? Parce que vous dites que c'est une annexe en fait gastronomique, bistronomique du Bristol. Est-ce que ce sont les mêmes fournisseurs ou pas ? Alors, on a beaucoup de fournisseurs de Bristol, énormément. L'avantage, je travaille pour un chef étoilé, donc le chef Eric Fréchon, qui nous permet aussi d'avoir des fournisseurs avec qui il travaille depuis des années. Donc ça, pour nous, c'est vrai que c'est un vrai plus d'avoir des fournisseurs où on a des bons produits. Les produits, c'est clairement les produits du Bristol. Bon, on va forcément travailler différemment, mais voilà, tout est passé directement avec le chef Fréchon. Voilà, depuis l'ouverture du Lazare, qui a 11 ans exactement. 11 ans. 11 ans. Après, on est toujours à la recherche de produits différents. Le chef cherche beaucoup de produits français, parce que c'est un Normand, et pour lui, la qualité française est très importante. Donc, c'est pour ça que d'avoir un chef étoilé, c'est un gros plus. Voilà. Pour moi, qui ai fait d'autres brasseries, qui ai travaillé dans un groupe et travaillé pour un chef étoilé, c'est vraiment différent. Oui, parce que du coup, lui, il a une construction par rapport aux produits. À la saisonnalité, évidemment, on ne se pose pas la question. Exactement. Et qu'est-ce qui change, en fait, typiquement, entre le travail des produits qui sont les mêmes au Lazare et au Bristol ? À part les dressages. Alors, à part le dressage, on va dire que nous, on prend un peu les mêmes produits qu'au Bristol, sauf qu'après, c'est travaillé différemment. C'est pas du coup le même coût quand les gens ils vont manger au restaurant au Lazare par rapport au Bristol. C'est un gastronomique, là, on passe à la brasserie. Donc, forcément, ça va être des produits qui vont être travaillés différemment, mais ça reste le produit est brut, le même qu'au Bristol quand ils les reçoivent. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été manger au Lazare, ça m'arrive d'y aller. Ah bon ? Une fois, je suis allé une fois. Non, mais moi, c'est ma cantine, j'adore. Et effectivement, les produits sont d'une fraîcheur incomparable. C'est vrai que c'est des recettes qui sont assez classiques. C'est ça. Mais qui sont... Il y a toujours un petit peps de revisiter. Puis bon, l'équipe, très bien. Après, c'est vrai que le chef Fréchon, pourquoi j'ai été travailler pour lui, c'est parce que avoir travaillé dans un groupe et travailler pour un chef étoilé, quand il m'a entretenu par rapport au poste directeur, il m'a dit moi je suis quelqu'un qui adore la bonne nourriture. On vient manger chez moi, faut que ça soit généreux, faut qu'il y ait à manger dans l'assiette. Et quand j'ai vu les produits, en fait, je me retrouve complètement. Voilà, d'avoir des produits, il y a à manger dans l'assiette. Les clients ils vont manger n'importe quoi, saucisses purées, ils vont passer à la Saint-Jacques. Voilà, il y a de tout. Il y a le poivre vinaigrette, il y a les œufs maillots. Et tout est revisité. Mais allez-y, honnêtement, allez-y. Mais non, franchement, travailler pour un chef étoilé, c'est vraiment un gros plus. Pour moi, dans ma carrière, en tout cas, je m'attendais faire une grosse brasserie avec du gros débit, passer pour un chef étoilé. Bon, c'est quand même une brasserie avec du débit, mais avoir des produits différemment, c'est. Donc, combien de couverts, combien de débit par jour ? On va dire qu'on est à 300 couverts par jour. Petit joueur. Oh, ça va. Ça va. Ça fait pas beaucoup de poireaux. Ça envoie. Non. Vous êtes en cuisine ? En cuisine, alors actuellement, je crois qu'ils sont 22 personnes. Ouais. Ils sont obligés. En fait, les produits, ils arrivent tous bruts, donc le poisson il est entier, tout est fait sur place. La cuisine est ouverte en plus, donc vous voyez. Donc il y a vraiment beaucoup de travail. Par rapport à certains restaurants où tous les produits ils arrivent déjà portionnés, là le produit il est brut, le chef le matin il vérifie si ça lui va pas et ça repart. Et ce qui est assez dingue, c'est que je suis tellement souvent au Lazare que je croise souvent Eric Fréchon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je crois qu'il y a une fois par semaine où j'y vais, il est là parce qu'en fait je pense qu'il tourne. Non, je pensais que tu avais des parts dans la maison, des parts. Non, mais j'y vais vraiment Fréchon parce que j'attendais pas ça pour faire l'éloge, mais c'est vraiment un endroit où on se sent bien. Moi, j'y vais et je peux y aller pour le petit-déj, pour l'apéritif, pour le midi. Ouais, tu restes toute la journée, quoi. Non, mais ça m'arrive. Elle n'a pas encore fait la fermeture pour rentrer à la terrasse, mais bon, on verra ça. Non, mais franchement, allez-y parce que c'est vraiment un endroit qui a toutes les qualités pour se sentir bien, à la fois dans l'assiette, à la fois les serveurs sont adorables, l'équipe nous accueille, enfin le métier de l'hospitalité est très fortement respecté, donc bon, j'arrête. Et directeur de salle, après, c'est le but, le chef Fréchon, moi je sais que à mon entretien, il m'avait dit, moi c'est un lieu de convivialité. Quand on vient chez moi, c'est pas un restaurant gastronomique, c'est une belle brasserie avec des produits simples, mais revisités. Et moi, quand les clients ils viennent chez nous, il faut que ça se sente à l'aise, c'est comme chez eux, voilà, clairement. Et moi, c'est ce que je dis aux équipes au quotidien. On vient, faut avoir la banane, on vient, on est content de venir travailler. C'est incroyable. Ça, tu mets des chaussons, t'es chez toi. C'est ça, moi je leur dis, quand ils rentrent, je dis, vous faites comme chez vous. Voilà. Je leur dis surtout, vous faites pas la vaisselle, mais vous pouvez faire comme chez vous. Voilà.
Non, mais du coup, je fais beaucoup de rendez-vous au Lazare. J'invite beaucoup de gens au Lazare et ils reviennent avec des gens. Parce qu'ils se sont... Voilà, donc il y a un système vraiment de recommandations. Donc, le bouche à oreille, c'est la meilleure communication. Exactement. Une ambassadrice. Alors, oui, je suis une ambassadrice. Caroline, alors, Uchu Kantu ou... Non, je pense qu'on dit Uchu Kantu ou Uchu... Non, comment on dit? Oui, j'ai plein... Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Caroline. Donc, on a plusieurs clients qui disent Uchu. Uchu, c'est Uchu. Je vous dis le significat. C'est Uchu, c'est le piment doux du Pérou. D'accord. Et avec ce piment, nous faisons la cuisine péruvienne. Et Cantu, c'est la fleur emblématique du Pérou. C'est la fleur de Anca. OK. Et c'est parti. Cette rêve, c'est parti à un moment du Covid. Ah bah oui, comme beaucoup de choses. Le fameux Covid. Oui. Qui a permis de créer beaucoup de choses, en fait. C'est ça. Finalement. C'est ça. Et à un moment, moi, avant, j'ai travaillé dans l'hôtellerie. J'étais chef de brigade. Mais j'avais fait la cuisine au Pérou. J'ai fait l'école de cuisine péruvienne. Mais j'avais toujours cette pêche de dire, voilà, je me vais lancer, mais je n'avais pas beaucoup de temps. À un moment, avec mon mari, on était à la maison, on se disait, voilà, c'est le moment, il faut qu'on crée notre page. Et Uchu Cantu, c'est un rêve de mon enfance et un rêve de mon mari et moi. Ah, c'est trop beau. J'adore le nom. Ouais, c'est des belles histoires. Et du coup, comment tu qualifies la cuisine péruvienne? Alors, parce que déjà, on a l'accent qui fait énormément de bien, là, un samedi matin, comme ça, un peu plus vieux. Mais c'est quoi la cuisine du Pérou? Parce qu'on dit que c'est de plus en plus valorisé. En fait, on a une influence entre Chine et Japon, et aussi l'espagnol. On a des Espagnols qui sont arrivés au Pérou et c'était l'immigration et on a fait un mélange des épices. Donc, on fait la cuisine Nikkei, des poissons crus, par exemple, le ceviche, c'est le plat emblématique du Pérou, c'est à base de poissons crus. Nous, on utilise les docabillo avec des citrons verts, des gingembre. Et c'est vraiment bon. Et tu mets du piment, du coup, dedans, dans cette marinade ou pas? Ça dépend. Nous, on utilise les ají limo. C'est un piment très exotique du Pérou, mais ça donne le goût. Ça pique pas beaucoup. D'accord. On a des piments qui piquent comme mes amis du Mexique, mais ça pique pas trop. C'est très doux. OK. Et du coup, il est rouge? Il est rouge, jaune, vert, de tous les couleurs. D'accord. Okay. Et en fonction de la couleur, il y a un goût différent? C'est le même goût. Ça change pas. Et en dessert, alors, vous faites quoi? Alors, on a plein. Alors, du piment aussi ou pas? Non, parce que chocolat piment, ça marche bien. Oh, non, bon, peut-être pas à ce point-là, mais... Nous, on fait les alfajores, mais actuellement, on fait beaucoup les suspiros à la limeña. Je n'ai compris aucun des mots. Suspiro à la limeña, c'est... Merci de nous expliquer. On va dire que c'est comme une crème, pâtissière. D'accord. Avec les meringues. Meringues, ouais. Et on utilise des fruits exotiques du Pérou. En fait, c'est comme une crème pâtissière avec la lucuma, on va dire, avec la mangue, avec plein de fruits exotiques. Mais que des fois, on n'a pas ici. Ah oui, ça doit être bon le mélange. Mais que c'est les producteurs de Lima qui exportent en Espagne et qui nous rapportent finalement à Paris. On a certaines épiceries péruviennes ici. Mais cet épisode va nous donner très très faim. Ah non, mais c'est toujours ça. Donc quand j'enregistre à midi, je peux te dire que c'est compliqué. C'est très compliqué. Et donc du coup, toi, tu es traiteur. Oui, c'est un traiteur péruvien. Et notre objectif, c'est de faire voyager les clients, de partager ma culture. C'est ça. C'est pas simplement bon des plats. C'est partager ma culture, mon histoire dans chaque plat. Ton identité, en fait. On sait très bien que la cuisine est le vecteur d'une identité. C'est ça. Très bien. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver à la carte? À la carte, les plats emblématiques. Vous savez, la causa limeña, c'est la pomme de terre marinée avec des piments jaunes. Et nous, on utilise soit la farce de poulet, avocat et mayonnaise. Mayonnaise fait maison. Mais c'est super bon. Après, on a les empanadas, mais on a les empanadas argentines. Ça, c'est les petits beignets. Les petites chaussons à la viande. On a des végétariens aussi. Mais l'Argentine aussi, on partage avec eux, mais c'est différent. Les saveurs, c'est totalement différent. Merci. Alors, Florian, on ne t'a pas entendu encore. Non, pas encore. Donc, Florian, toi, tu as un rôle au sein de Chef Square. Tout Quel à est-il fait. exactement? Alors, un peu multitâche, parce qu'on est une petite société, on est une école de cuisine, on fête nos 20 ans cette année.
Bon anniversaire. Ouais, merci. Et donc, c'est Natacha Burtinovic qui a créé ça donc, il y a 20 ans. Et en fait, moi, là-bas, je suis chef de projet marketing. Donc, c'est un peu brut, on va dire, comme terme. Mais en clair, je m'occupe de toute l'offre qu'on propose sur le site internet. Donc, à la fois les cours grand public, donc les cours de cuisine, de pâtisserie. Voilà. On a entre 150 et 200 cours différents sur le site internet. On propose également des immersions. Des immersions, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de vie ma vie, donc justement, typiquement au Lazare, quelqu'un qui vient, qui passe dans les coulisses et qui vit un service, qui participe à la mise en place, etc., qui assiste au coup de feu. Et si, on a un petit onglet. C'est super bien. Ouais, et on fait ça avec des restaurateurs, des boulangers, des chocolatiers, des pâtissiers. Et en fait, c'est vraiment vie ma vie de chocolatier, pâtissier, etc. Et après, en fonction du professionnel chez qui on va, soit le restaurant, après, on passe en salle et on déguste quand même, un menu. Voilà. Sinon, un peu frustrant. Voilà, exactement. Et si c'est boulangerie, chocolaterie, pâtisserie, on repart avec une petite boîte de petites en fait, c'est choses. une certaine manière de voir les coulisses. Voilà, c'est ça, c'est faire découvrir le métier d'artisan, parce qu'on a des super artisans en France. Donc, on travaille donc sur ces immersions. On fait également de la privatisation et des événements d'entreprise. Donc, typiquement, ça va être des chefs qui vont louer nos ateliers pour... Rappelle-nous, ils sont où les ateliers ? Alors, on en a plusieurs. On en a 3 à Paris, on en a 2 à Bastille, un à côté de Châtelet et un autre à Lyon. Voilà. Et on a notamment des chefs, pour en citer quelques-uns, par exemple Mina Métayer, qui vient dispenser ses masterclass chez nous. Meilleure pâtissière. Voilà, exactement. On a des sociétés qui viennent de DCE pour faire des petites opérations de team building, des challenges culinaires, etc. Et en dernier, je m'occupe moi également de la formation professionnelle, puisqu'on propose des formations sur des formats de 30 heures pour des personnes qui soit veulent... aller plus loin dans la technique, les gestes, etc. de chef. Et on travaille donc sur des formations en cuisine française, pâtisserie française, cuisine asiatique, cuisine italienne et cuisine végétarienne. Ah ouais, mais c'est hyper riche. Voilà, exactement. Et donc hier, on avait une session intensive donc, sur toute la semaine, du lundi au vendredi, une formation végétarienne. Avec des super élèves. Et qu'est-ce qu'on a appris dans cette formation végétarienne, par exemple ? En fait, ça va être toutes les alternatives. Déjà comprendre les aliments, de quoi ils sont composés, comment ça se passe, comment, une fois qu'ils sont assimilés, qu'est-ce qui se passe dans le corps, savoir comment switcher. Une partie nutrition. Exactement. Voilà, surtout que notre chef, Mélissa, je la salue, j'en profite, qui a vraiment une expertise là-dessus et qui apporte vraiment tout le côté nutritionnel en expliquant, qu'en assimilant tel ou tel aliment, ce qui va se dérouler. Et ensuite, vraiment, c'est proposer des alternatives à la viande, produits animaux, et voir que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mais heureusement, il y a une ouverture d'esprit maintenant là-dessus, c'est tout à fait possible d'avoir des solutions alternatives aux produits animaux et de réaliser, par exemple, une pavlova avec l'eau des pois chiches plutôt que d'utiliser des blancs d'œufs. Faire une crème végétale. Je pensais que tu allais parler d'une pavlova avec du poulet. Ça me non. Non, pâtisserie, mais après, après sur les produits. Pour éviter les œufs, parce qu'il faut rappeler. Alors là, on part plutôt sur du vegan. Enfin, oui, voilà. La formation, c'est végétarienne et végétale. Ouais. On fait les deux. On allie les deux. Et c'est vrai, ça va être faire une pâte à brioche végétale. Donc c'est assez dingue de se dire, mais comment tu fais pour faire une pâte à brioche sans utiliser de produits animaux ? Sachant qu'aujourd'hui, les gens, il y en a de plus en plus. Donc, on le voit, nous, notamment au restaurant. Alors, c'est ce que j'allais te poser comme question, parce que vous avez en général une recette ou 2 recettes qui sont... 2 ou 3 recettes à la carte. Qui sont végétariennes et qui sont en général canon, parce que c'est tout le problème aussi Enfin, moi, j'ai des amies qui sont végétariennes. Quand je les emmène dans des restaurants un peu quali, au moins, il y a une vraie offre. Sinon, c'est on t'enlève la viande et c'est tout, en fait. Il n'y a pas de construction autour de la sensibilité végétarienne. Et ça, c'est terrible. Et c'est vrai qu'au Lazare... vous réfléchissez à ça et vous avez des demandes de plus en plus? On a beaucoup plus de demandes en végétarien, c'est vrai, énormément. Après, il y a quelques années de ça en arrière, moi je me souviens, dans les grandes brasseries, les gens qui arrivaient végétariens, qu'est-ce que vous avez? C'était l'assiette de légumes. Bah oui. Ouais, c'est ça. Un peu fade, qui n'était pas terrible. Un petit assaisonnement rapide. Un petit peu de beurre fondu. C'est ça. Les gens, ils voyaient ça arriver, regardaient l'assiette de leur voisin à côté, ils disaient bon, ça a l'air bon, mais par contre, moi ce que je mange. C'est pas folichon. Donc voilà, mais nous, c'est vrai que le chef Fréchon a beaucoup travaillé dessus. Forcément, Bristol directement impacté avec beaucoup de clientèle
à l'étrangère. Et nous, on a mis un risotto d'épeautre au jus d'herbe qui marche très très bien avec des champignons frais. Voilà, et c'est quelque chose qui est vraiment gustatif, qui donne envie. C'est gourmand, ouais. Voilà. Pas juste 3 carottes. C'est exactement. Et d'avoir mis ce plat-là à la carte, je sais que l'été dernier, on avait beaucoup de gens végétariens et on le voit souvent l'été parce qu'il y a beaucoup de touristes, tout ça, et ça a fait un carton. Bon, après, la meilleure saucisse de Paris, voilà, qui est une saucisse avec de la purée, un petit jus réduit avec une petite gousse d'ail confite. C'est ça. On fait le petit volcan dans la purée. Mais c'est exactement ça. Ouais. Le truc arrive comme ça, c'est super bon. Et même le tartare, votre tartare, il est très très bon. Il est très bon, le tartare. Excellent. Il est très très bon. Bon, passe à table quand Alors, Caroline, quel type d'événement tu organises avec ton service traiteur? Par exemple, quel est celui qui t'a le plus marqué, le plus gros nombre ou dont tu es ressortie la plus fière? Alors, là, qui me marquait énormément, c'était le Salon mondial du tourisme. D'accord, déjà ça envoie. Oui. Et ensuite, on a travaillé avec Salesforce. C'était une compagnie anglaise. On est fiers parce qu'on a commencé de petites et aujourd'hui, ça commence à être petit à petit et les gens de bouche-oreille commencent à nous contacter. Et le Salon mondial du tourisme, ça nous a marqué énormément parce que c'était la première fois qu'on avait tellement de gens qui ont été intéressés pour la cuisine péruvienne. Et on a vécu... C'était quand ça, excuse-moi? C'était au mois de mars 2023. Ok. L'année dernière. Voilà, c'était une belle expérience et c'était pas seulement proposer notre produit aux clients, c'est que les gens qui sont voyagés déjà au Pérou, ils s'approchaient à notre stand pour découvrir encore la cuisine péruvienne. Il y a certains qui déjà connaissent le ceviche et tout ça, mais c'est un des événements qui m'a marqué beaucoup. Donc tu dis, tu es fière finalement de votre parcours, que vous grandissiez, mais vous travaillez beaucoup. Oui. Donc, et tu communiques beaucoup, parce que nous, on s'est rencontrés sur Instagram. Oui. Voilà, donc ça aide aussi. Oui. De faire, et les gens sont quand même dans une demande en permanence d'exotisme, de voyage, que ce soit un voyage sensoriel, un voyage gustatif, de sortir un petit peu de cette gastronomie française qu'on adore, hein, mais c'est vrai que d'avoir cette cuisine fusion aussi en permanence, de prendre des éléments des uns des autres. Moi, ici, il y a beaucoup d'artisans qui sont cosmopolites, et je trouve que c'est un enrichissement en permanence, mutuel, réciproque. Et ça crée une autre gastronomie, en fait. Donc, c'est pour ça que les gens sont intéressés. Oui, en plus, c'est surtout le partage. C'est le partage de ma culture, et partager la culture, les épices, et avoir les retours des clients, c'est une satisfaction énorme. Enfin, il y a des clients qui nous contactent, me disent c'est super bon, et c'est les mêmes clients qui jusqu'à maintenant, ils sont là avec nous. Oui, tu as réussi à fidéliser. Mais il n'y a pas de surprise. Quand tu fidélises, c'est que les gens sont satisfaits. S'ils sont satisfaits, c'est que tu as... Voilà, fait exactement ce qu'il cherchait. C'est ça. Donc, bravo. Merci. Alors, Pauline. Pardon, pas Pauline, Marion. J'adore parce que tout le monde nous appelle les Paulines et j'adore ça. Non, je redonne ton identité. Donc, justement, toi, c'est un financement participatif qui a permis de lancer en 2022 une première collection de 5000 pots. Oui, alors raconte-nous cette aventure, d'où c'est parti, ce que ça a donné, ce que ça a engendré. Ouais, c'est vrai que quand on a commencé, on a vraiment eu l'idée avec Margot de créer Pauline, c'était en août 2021. Donc en fait, la première étape, c'était vraiment quand on a eu l'idée. Hein. Au tout début, on a commencé à faire des thèses dans nos cuisines. J'habitais encore à Paris, j'avais 1 mètre carré de cuisine. L'idée folle donc. L'idée part toujours de ça. Ça part toujours de ça. C'est vraiment 2 étincelles, 2 cerveaux, une discussion et puis une nuit de sommeil. Le lendemain, on se regarde et on se dit mais c'est quand même une idée absolument incroyable. Donc, et ça nous a jamais quitté pour le coup. Mais au début, du coup, on a fait beaucoup de tests. Évidemment, nos mamies, elles prennent part aussi dans le projet, puisque les premiers tests ont été faits avec ma mamie à Eschenwiller, mamie Paulette, qui suit à fond l'aventure. Et donc, effectivement, pour pouvoir produire notre première production, il fallait du financement. Donc, on a mis un petit capital de départ, mais à ce moment-là, on finissait encore nos masters. Voilà, c'était vraiment l'inconnu. Donc, on s'est dit, financement participatif, tout le monde le fait. On fait une petite vidéo. On commençait, nous, dès le début. On a commencé la com. J'ai vraiment commencé dès le début, du coup, sur Instagram, sur LinkedIn, à raconter notre histoire. Et en fait, ça a créé un peu une petite communauté de personnes qui s'est dit, voilà, il y a 2 nanas qui se lancent dans la confiture, c'est sympa, on va suivre ce qu'elles font et comment elles le font. Donc, c'est un peu commencé comme ça. Évidemment, quand je regarde cette première campagne de mai 2022, tu te dis, oh là là, oui, c'est clair. Mais bon, mais ça montre l'évolution.
Ça montre mais complètement, même des fois des stories ou des posts que j'ai fait il y a 6 mois, je me dis mais Marion, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais du coup c'est positif, c'est qu'on avance tout le temps. Donc sur cette première campagne, on avait récolté environ 5 000 € je crois pour faire notre première production et on en a refait une. Donc la première était sur Kiss Kiss Bang Bang parce qu'on avait remporté un concours et donc du coup on avait été pas mal suivi, sponsorisé à fond. On était même à Lille sur tous les abribus, etc. Donc c'était chouette parce que on n'a fait aucune pub, c'était vraiment que du contenu organique, vraiment que Margot, moi, notre imagination. Ouais, mais tu sais, ce storytelling avec de l'émotion, ça parle. Voilà, toujours. Et c'est vrai qu'on a commencé, je pense qu'à la base aussi, les personnes, et c'est le retour qu'on a eu, ils se sont dit, bon, bah, deux nanas sortent d'école de commerce, elles vont pondre un projet un peu cliché, un peu tendance, elles veulent créer une marque, mais c'est peut-être pas forcément top. Mais en fait, quand on a gagné le championnat du monde, ils se sont dit, bon, bah, c'est sympa, mais en plus, c'est bon. Mais qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens qui avaient les projets? Bon, ça, on en a beaucoup, mais bon, on passe vraiment au-dessus. Pour le coup, ça nous fait rien. Mais je pense que du coup, le championnat du monde, ça a changé beaucoup de choses. En termes de crédibilité, en fait. Ça, la crédibilité. On entre sur une industrie qui est très vieillissante. La confiture, c'est vraiment une industrie vieillissante. Donc, on vient donner un gros coup de pied dedans, on la dépoussière. Et je pense que du coup, la crédibilité, même auprès du coup, des chefs, des restaurateurs, qui quand même, je dois l'avouer, nous prenaient clairement de haut. Bien sûr. Comme c'est étrange. C'est pas un milieu qui est comme ça. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Moi, très, très naïve, je ne connaissais absolument pas le milieu. Moi, j'ai fait tous mes stages. Bon, j'étais dans la maison Hermès. J'ai fait tous mes stages en agence de com, dans le luxe, mais pas du tout en restauration. Et donc, je n'avais absolument pas idée. Oui, tu n'avais pas les codes, bien sûr. Voilà. C'est drôle. Tu as appris de tout ça. Ah bah complètement. Alors, du coup, ton associé est maître confiturier ou confiturière. Confiturière. Je sais qu'il y a des MOF, donc meilleur ouvrier de France de confiture. Ouais, on va l'essayer aussi. On va aussi essayer meilleur confiturier de France, carrément. Très bien. Ouais. Ça, c'est l'ambition. Oui. Ah mais complètement. Je pense que au bout d'1 an, on gagne le championnat du monde. Margot dit toujours maintenant on vise l'univers, ça me fait rire. Mais elle s'est formée. C'est vrai que suite à ça, on avait des belles bases avec nos mamies. Il fallait vraiment qu'on soit crédible. Au début, tout le monde nous a dit approchez-vous de chef pour faire vos recettes. Mais nous on s'est dit non, c'est notre savoir-faire, c'est ce qu'on fait. Donc et votre créativité. Et notre créativité. Et donc, elle s'est formée, et c'est une formation d'ailleurs en Bretagne. Merci. N'est-ce pas? Les Bretons et les Alsaciens, toujours présents. Donc voilà, c'est chouette. Ouais, très belle. Non, mais c'est très, très belle histoire. Arnaud, alors toi, tu as évolué au sein du groupe Flo. Oui. Qu'est-ce que tu tires comme bilan de cette expérience? Combien de temps tu es resté là-bas? Je suis resté 15 ans au Thermus Nord. Et t'as bougé, hein? J'ai fait 2-3 bons. Après, j'étais en détachement parce que c'était un groupe qui permettait d'avoir, s'il manquait une personne à droite, à gauche, de bouger sur Paris. L'expérience que j'ai, déjà, c'est un gros volume. Moi, quand je suis rentré au Thermus Nord, j'avais 19 ans à l'époque. Je sortais de l'école hôtelière. Je suis rentré dans une brasserie qui faisait entre 800 à 1000 couverts par jour. Donc, voilà. Donc, premier temps, très difficile, le temps de s'adapter. Quand on sort, on a fait de l'apprentissage. Voilà, c'est différent. En tout cas, c'est vraiment, on va dire, c'était un bon groupe. Moi, quand je suis rentré, c'était Monsieur Bichet, le propriétaire du groupe. C'était un homme qui était très proche de ses salariés. Il faisait tout le tour de ses maisons, tout ça. Bon, après, ça a évolué par la suite parce que cette personne a laissé le flambeau à quelqu'un d'autre. Mais travailler des gros volumes avec, c'était juste génial, quoi. Vous arrivez le matin, vous ne voyez même pas l'heure passer, tellement que ça rentre. En plus, on était juste devant la gare du Nord, l'Eurostar, le Thalys, beaucoup de clientèle étrangère. Il y avait le salon. T'as un truc avec les gares, ce que j'allais dire. Après, t'as atterri à Saint-Lazare. J'ai pas choisi Saint-Lazare. C'est drôle. J'avais à l'époque... Faut que t'ailles le train bleu après. Quand je recherchais, je me suis dit, je recherchais, mais pas forcément dans une gare. Et on est venu me chercher, pour te dire, c'est pas moi qui ai été chercher à la gare Saint-Lazare, on est venu me chercher. Et non, mais moi j'aime bien l'esprit gare, parce qu'en fait, c'est des gens, tu as de tout. T'as quelqu'un qui va venir manger, qui va être pressé, qui va avoir 20 minutes pour manger un plat. T'as une autre personne qui va arriver, qui va être dans le quartier, dans un hôtel, parce que la loge par rapport à un rendez-vous d'affaires, juste comme ça. Et tu vas avoir des clients habitués aussi. Voilà. Et moi, je sais que la différence du Thermus Nord et du Lazare, c'est qu'au Lazare, c'est le chef Eric Fréchon. Donc forcément, on a beaucoup de clientèle étrangère qui viennent pour goûter la gastronomie du chef Fréchon. Que quand j'étais au Thermus Nord, on a de la clientèle étrangère, mais c'est souvent des gens qui sont en transit. Il y avait quelques habitués, bien sûr. Après, on travaillait beaucoup avec le parc d'exposition à Villepinte. On faisait des soirées à 500 couverts. 19h, restaurant vide, 250 places assises. 19h30, tout le monde revient du salon. T'as la queue jusqu'à dehors, jusqu'à 23h, 23h30. Fin de service, 3h du matin.
Mais moi, je sais qu'à l'époque, aujourd'hui, je me dis, bon, c'est vrai que ça fait sacrés horaires, mais on n'était pas fatigués. Parce qu'en fait, on aimait tout ce qu'on faisait. Franchement, on rigolait avec les clients, c'est ça. C'est l'exaltation. Les clients, ils attendaient. Je sais qu'on faisait, moi, quand j'étais à H20 du soir, on avait 50 personnes qui attendaient pendant 45 minutes, 1 heure. On leur offrait une petite coupe de champagne en attendant. Voilà. Et les gens, ils adoraient cette ambiance-là. Et quand on partait, ils me disaient, on a attendu 1 heure, on s'en fiche, on a bien mangé. Limite, ils espéraient attendre pour la petite coupe. Modération. C'est ça. Mais c'est ça, mais c'est l'expérience, en fait, c'est le lien. On parlait du partage. C'est ça, exactement. Le lien avec le client est très important. Et moi, je sais que quand j'étais au Terminus Nord, plusieurs fois, parce que c'est des gros services quand même. Et puis, comme partout, les restaurations, il y avait du monde. Des fois, il n'y avait pas assez de personnel. Moi, ça m'est déjà vu d'arriver en cuisine, d'enlever la veste. Le chef, il m'appelle, il me dit voilà, mon adjoint reprenait le service et moi, je faisais un coup de main en cuisine. Quoi. Après, c'est que le client qui ressort de là, qui est content. Voilà, c'est la priorité. Comme je dis, voilà, c'est la priorité. Et c'est un client qui vous dit merci, si j'ai passé un bon moment, ça fait toujours plaisir. Bien sûr. Surtout pour les équipes aussi, parce qu'on en a besoin. Alors, justement, par rapport aux équipes, comment ça fonctionne, les recrutements? On sait que là, en ce moment, tout le monde galère à trouver du monde. Toi, a priori, tu as réussi à les fidéliser. Comment ça se passe, tout ça? Alors, le recrutement, c'est vrai que depuis le Covid, c'était très compliqué déjà. Au moment du Covid, on a perdu beaucoup de monde. Comme tous les restaurants, malheureusement, sur Paris, beaucoup de gens se sont dit que c'est vrai d'être chez soi le soir, le week-end. Clairement, c'est mieux. Les gens ils privilégient beaucoup la vie de famille. Je sais que moi, j'ai revu ma façon de penser, parce que moi, même si je suis pas vieux, j'ai été élevé un peu à la dure et à l'ancienne. On avait une autre façon à l'époque, c'était bon, t'es là pour travailler, si t'es pas content, c'est pareil. Voilà, c'était comme ça à l'époque, la restauration. Et on aimait, c'était un métier de passion. Aujourd'hui, on n'a pas forcément des gens qui sont passionnés et qui aiment bien leur travail, mais aussi qu'ils ont envie d'avoir une vie de famille, ce que je comprends tout à fait. Moi, le premier, à l'époque, je regardais pas mes heures, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ne pensent plus à ça, ils pensent vraiment aussi à un côté familial, que je comprends tout à fait aussi. Moi aussi, j'ai vécu le confinement, je sais ce que c'est. Donc voilà. Mais aujourd'hui, pour moi, comme je dis, quand j'embauche des personnes, comme je dis, faut que vous veniez au travail avec la banane. Vous pouvez avoir envie. Si on vient au travail et qu'on n'a pas envie, c'est problématique. Faut qu'on se sente bien. Comme je dis, on se voit plus que notre famille. Moi, si je vois mes salariés tous les jours, je les vois plus que ma fille. Donc clairement, si ça va pas, c'est pas la peine de venir. Ça entraîne une équipe, en fait. Cet élan-là d'énergie, c'est l'énergie, en fait, ça, que vous mettez tous ensemble. Et puis, on en a besoin. Après, on a été obligé de revoir les horaires, revoir les plannings. Moi, je suis quelqu'un qui est très souple. Comme je dis à mes salariés, j'ai pratiquement, on va dire, je suis à 0% d'arrêt maladie en salle. Tout le monde est présent. On a besoin d'une soirée, on se débrouille. Ça m'est déjà arrivé de venir travailler sur repos pour donner une soirée à quelqu'un. Comme je dis, vous êtes là pour moi, je suis là pour vous. Moi, si demain je suis pas là, vous allez pouvoir faire tourner. Moi, si demain je suis là, vous n'êtes pas là, le restaurant ne tournera pas. Je peux pas tout faire. Donc, je leur dis, voilà, j'ai besoin de vous pour pouvoir avancer. C'est pour ça que dès qu'on fait des embauches, on précise bien la façon d'être. Nous, on veut des gens qui sont ponctuels, qui soient présents, voilà. Et ça, pour moi, c'est important. Mais, tu demandes à ce que les gens soient ponctuels, mais c'est censé être la base, en fait. La base. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui me rend triste aussi dans la restauration, c'est que les gens, tu fais un entretien, la personne va dire, d'accord, je serai là demain, et t'as préparé le contrat, la personne demain n'est pas là. Et te prévient même pas qu'elle n'est pas là. Ouais. Ou sinon, qu'ils arrivent en retard. Tu vois, une demi-heure, excusez-moi, il y a un problème de métro, mais je sais pas, un petit texto, voilà. Nous, on a créé un groupe WhatsApp sur la salle, voilà, on s'envoie des messages, voilà, j'ai un problème, attention, le matin, le premier qui prend le train, il y a des grèves de train, je vous préviens. Mais comment t'arrives à le gérer, ça? C'est une vraie question aussi pour moi actuellement. Moi, j'avoue, je vrille total. Comment tu... C'est l'enfer. Comment tu gères ça? Je vrille quand même, ça se voit pas comme ça. Très serein. Faut demander à mes équipes, je suis quelqu'un qui vrille facilement. Après, clairement, je suis quelqu'un de très exigeant, voilà. Parce que pour moi, travailler déjà pour un chef étoilé, j'ai une pression au-dessus de ma tête. Les gens disent oui, bon, c'est le chef Fréchon. Oui, mais bon, pour moi, c'est 3 étoiles au Bristol. Clairement, c'est important. Après, mes équipes, je m'entends très bien avec eux. Clairement, il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de chef de rang, il n'y a pas de maître d'hôtel. On est tous au même niveau. Pendant le service, j'ai les manches relevées, je fais le plateau, je fais le runner. Voilà. Oui, ils voient que tu as la main dans la Et dans mon ancien restaurant, quand je suis parti du Terminus Nord, ils m'ont tous regretté par rapport à ça, parce que moi je suis quelqu'un de terrain. Je fais du bureau, forcément, mais moi je suis, s'il faut prendre le plateau, débarrasser les tables, sortir à la terrasse, moi je fais tout. Et comme je dis à l'entretien d'embauche, moi je fais aussi les toilettes. Donc si je fais les toilettes, tout le monde doit le faire. Voilà. Alors je confirme, parce que pour l'anecdote, comme je suis très souvent au Lazare, la dernière fois, il était en train de changer des ampoules. C'est ça, voilà. Excellent. Donc je fais multitâche, je fais même la jardinerie pour la terrasse. Donc non, mais après voilà, moi j'ai une très bonne équipe, je le redis, on n'est pas la meilleure du monde, mes gens sont présents, ils ont besoin de quelque chose, je suis là pour eux, ils ont besoin de moi, je resterai toujours là pour eux, j'ai besoin d'eux, ils sont là pour moi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a une équipe qui est très fidèle. Depuis la sortie du Covid, j'ai une dizaine de personnes qui sont fixes, qui n'ont pas bougé. Après forcément, on est toujours en recherche de certaines personnes. Mais moi, comme je dis, aujourd'hui, c'est vraiment de l'humain.
Faut arrêter de ces clichés à l'époque où c'était, voilà, on embauchait des personnes, si t'es pas content, tu vas voir ailleurs. Aujourd'hui, on a besoin de personnel, du bon personnel. Faut savoir, déjà, c'est à l'employeur de faire ce qu'il faut pour avoir du bon personnel. Aussi, voilà, fidéliser, faire former, attention. Voilà. Moi, je sais qu'on a beaucoup de jeunes. On a des jeunes qui ont entre 19 et 22 ans. Moi, comme je dis à une personne d'entretien, me dit j'ai pas d'expérience. J'ai pas de souci. Moi, ça me dérange pas de te former, de prendre du temps. Au contraire, c'est même agréable. Et puis, la personne, si elle s'en va dans 2-3 ans, tu diras, regarde, t'es arrivé, tu connaissais rien. Aujourd'hui, tu pars, tu vas travailler dans un autre restaurant et tu sais que tu sais travailler parce qu'on t'a appris les bases. Et pour moi, ça, c'est important. Surtout de travailler avec quelqu'un qui est couteau suisse. C'est ça, exactement. Après, nous, on a quand même une bonne équipe. C'est vrai que sur l'équipe d'encadrement, on a des personnes, mon adjointe qui a travaillé au Bristol, j'ai un autre adjoint qui a travaillé aussi au Bristol. Donc, déjà, si ça aide pour la formation. Et j'ai un autre adjoint aussi, pareil, que lui qui a travaillé dans le groupe Flow, il a travaillé au Beaufinger, donc les grosses brasseries. Donc, il est un peu comme moi. Donc, nous, on a plus la rapidité que mon adjointe et mon autre adjoint. Eux, ils ont plus la technique du Bristol sur le service, tout ça. Donc, mais donc, c'est complémentaire, on est complémentaires, c'est ça. Et c'est très important. Merci beaucoup, Arnaud. Florian, alors, l'école est labellisée Écotable. Tout à fait. Alors, parle-nous de cette récompense et comment elle est attribuée. Alors, à la base, c'est un label qui a été réservé aux restaurants. En fait, ça m'a surpris d'ailleurs. À la base, c'était réservé aux restaurants et en fait, c'est pour les accompagner dans leur approche éco-responsable. Et nous, en fait, on a cette fierté-là, c'est qu'on est la première école de cuisine en France à avoir eu ce label-là. Et en fait, il fonctionne avec un peu comme fonctionne le Michelin avec des étoiles, avec des macarons écotables. Et donc nous, on a eu notre deuxième macaron écotable il y a je crois, fin d'année dernière, si j'ai pas de bêtises, et sur tous nos ateliers, que ce soit les ateliers parisiens et l'atelier lyonnais. Et en fait, c'est quoi ? Ça va être déjà, tout à l'heure on parlait de bio, local, etc. C'est que nous on travaille un maximum, on pas à 100% parce que parfois c'est compliqué, mais on est à environ 85-90% de nos ingrédients en bio et au maximum en local. Ça va être d'abolir certaines choses qui paraissent peut-être normales, mais qui, pour le coup, ne le sont pas. C'est par exemple nos machines à café, c'est des vraies machines à café. On n'utilise pas de capsules en aluminium. On travaille avec des fontaines à eau microfiltrées. Donc, on n'a pas de bouteilles en plastique, on n'a pas de gobelets en plastique. Ça va être aussi nous, on est dans une école de cuisine, donc forcément, on sensibilise toute notre clientèle, que ça soit les professionnels via les événements d'entreprise, que nos clients dans les cours de cuisine, on va dire plus traditionnels, à l'éco-responsabilité. Donc ça va être de leur dire, surtout les épluchures, vous les jetez pas. Ça, vous pouvez les réutiliser. Que ça soit, par exemple, on a fait quelque chose l'an dernier qui avait cartonné. On avait créé un cours il y a quelques temps qui s'appelait Cuisine zéro déchet. Et en fait, on avait fait tout un travail autour de la carotte. Et en fait, on utilisait la carotte de la fan jusqu'à l'épluchure. On avait fait une tarte tatin de carotte avec chips de carotte et pesto de fan. Voilà. Et ça, c'était une recette, mais qui nous suit d'ailleurs encore. On avait même fait une vidéo à l'époque, je pense à mes collègues de la communication qui avaient fait une vidéo recette, et je crois que c'est le record absolu de vues qu'on avait fait sur Instagram via cette vidéo. Et c'est tout un accompagnement. C'est également, on travaille aussi via ça avec une société qui s'appelle les Alchimistes pour récupérer le compost au sein de nos ateliers. Donc on trie minutieusement nos déchets toutes les semaines on a cette société qui passe récupérer donc les bacs à compost et qui est revalorisée pour les plantes, notamment dans la ville de Paris. Le macaron écotable, à chaque fois, vous redéposez un dossier tous les ans ? En fait, on a un audit tous les ans. Pour vérifier que vous continuez à avoir les critères. C'est ça, c'est écotable, donc qui consulte nos factures, voir avec qui on travaille, les ingrédients qu'on commande, évidemment. S'ils voient, je sais pas, j'ai une bêtise, de la fraise en janvier, ils vont nous dire c'est quoi, voilà. Alors, ils vont dire il y a un truc qui cloche. Donc c'est vraiment tout un audit et de voir, et en fait en fonction des ingrédients qu'on utilise, il y a en fait plus tu montes en grade dans le macaron, plus il y a des critères plus pointilleux, on va dire. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien, plaisir. Caroline, alors toi tu as fait Ferrandi. Actuellement, oui. Ah, tu es en ce moment à Ferrandi ? Oui. Alors comment ça, tu as commencé quand ? Ça dure combien de temps ? Qu'est-ce que tu y apprends ? Qu'est-ce que tu tires comme expérience ? C'est une autre belle expérience dans ma vie. J'ai commencé l'année dernière et ça se passe super bien. Je pense que la cuisine péruvienne, je la connais, mais je voudrais découvrir les côtés français. Bien sûr. Et je suis vraiment admirée. On fait plusieurs choses que même moi, comme péruvienne, que j'ai fait la cuisine péruvienne, je n'ai pas fait là-bas. Et actuellement, ça se passe super bien. Et je suis en stage à la SAR
aussi. Ah, d'accord. D'Éric Frechon. Donc c'est en ce moment. En ce moment. Ah, je pensais que en off, on a su qu'effectivement, elle était enceinte. Enfin, elle avait fait Tu l'as jamais vu. Je ne t'ai jamais vu. On est là. Ça me dit quelque chose parce qu'après, quand je repars à la gare, il y a les vitres, donc on vous voit en cuisine. Je ne suis pas de ce côté, je suis pas de ce côté. l'autre côté en face du bar. D'accord, ouais. En face du bar. Dis pas que t'es au bar, sinon après ça va faire mal sur le stage. D'accord. Et donc, combien de temps, comment ça se passe justement la formation au Lazare? C'est incroyable. Oui, c'est une expérience unique. C'était par hasard parce que moi, j'ai postulé à Bristol. Ouais. Mais je me suis dit, j'aimerais bien faire autre type de restaurant sans savoir que c'était d'Éric Frechon. Je postulais et voilà, je suis. Donc, combien de temps tu es à l'école et combien de temps tu es en stage? Alors, j'ai fait 2 semaines à l'école. À part, des fois, c'est 7 heures du matin jusqu'à 18 heures. 2 heures à l'école, et 2 semaines à l'école et 2 semaines en entreprise. D'accord. 2 semaines de suite? 2 semaines ou c'est une semaine? Ah non, c'est 2 semaines à l'école et 2 semaines au restaurant. Donc, c'est intense. C'est très intense, mais intéressant. Et tu termines quand alors du coup? Normalement, dans 6 mois. 4, 5, D'accord. 6 mois. Et 6 mois, tu obtiens donc quel type de diplôme? Actuellement, je suis en train de faire mon CAP. D'accord. C'est un CAP de cuisine, mais c'est vraiment pour être un CAP, c'est tellement intéressant. Je fais des desserts. C'est super bien. Ça se passe super bien. C'est une expérience. J'adore la cuisine française. Mais là, c'est la meilleure. Même si la cuisine péruvienne est très bien. Attention. Même au Pérou. Quand j'étais au Pérou, dans l'école, on disait que c'est la cuisine française, c'est la meilleure du monde. Je peux confirmer que c'est bon, elle est bien, mais elle est du côté. Ouais, mais c'est super intéressant. Ok. Bah, on te souhaite de réussir. Il n'y a aucune raison que tu n'aies pas ce CAP. Ah non, là je suis contente. Ferrandi, c'est une très bonne école en plus. Bah, oui, c'est une très très bonne école. La meilleure, j'ai envie de te dire. C'est celle qui est la plus réputée, la plus institutionnelle. En plus, on apprend plusieurs choses. En fait, c'est des journées très intenses, mais c'est très intéressant. C'est très varié. Très varié. En fait, tous les cours d'hygiène, c'est des choses que j'ai fait avant, mais c'est des choses très intéressantes. Très intéressantes que je partage aussi à Lazare, mais voilà. Oui, parce que l'idée, c'est que quand même, il y a un rapprochement entre ce que tu apprends sur le terrain et dans les livres, en tout cas en théorie. De mes stages préférés, j'étais à Potel-les-Chavons. C'était super sympa, j'étais à peu près 4 mois. Et le dernier, c'était Lazare, mais c'est super sympa, l'ambiance, c'est super cool. Bah, tu le diras au directeur. Je ne le connais pas, mais il est très bien. Alors, première partie finie. D'accord. La deuxième partie s'ouvre. Alors, je voudrais que vous preniez 4 tickets chacun. 4 tickets chacun que vous mettez devant. Oh, mélange. C'est des petites questions. Ça sert à rien. J'adore les jeux comme ça. Mélanger. On est là pour jouer aussi. Mélanger comme ça, on prend pif. Un comme ça. Voilà, 4. On les regarde pas du coup. Si tu peux regarder. Comme tu as, tu peux te retourner. Tout le monde peut. Ok. Tu retournes et tu lis et tu parles. Tu dis ce que tu veux, ce que ça t'évoque. Okay. Tu peux commencer, Marion. Ah là là. Ah bah, vin blanc ou vin rouge? Ah bah alors j'ai des avis très tranchés en termes de gastronomie, donc vin rouge, évidemment. En parlant de gastronomie péruvienne, française, moi j'ai des origines italiennes. Donc forcément, pour moi, la cuisine italienne, voilà. Et ma famille fait le Brunello di Montalcino, du coup en Toscane. Oh là là. Donc évidemment que quand j'ai la question vin blanc ou vin rouge, je dis vin rouge. Pourtant, le petit Gewürztraminer d'Alsace, c'est pas mal aussi. C'est vrai, mais Brunello, il est quand même un poil au-dessus. Je respecte. Le deuxième, faites les 4 à la suite. Ok. Coquillette ou spaghetti? Bon, bah, évidemment, spaghetti. Je peux pas être une moitié italienne. Alors, on va dire que je suis à fond Lazare. Mais le Lazare, ils font un gratin de coquillettes au comté. Je suis d'accord. Mais des coquillettes énormes. D'ailleurs, c'est des coquillettes des enfants gâtés. C'est ça. Non, mais je connais par cœur. Je connais la carte par cœur. Et ça arrive en plus. Il y a les lamelles de truffes fraîches. Ouais, non, les coquillettes aux truffes, j'avoue, c'est très bon. Oui, mais les spaghettis avec la sauce à ragoût. Non, mais bien sûr. On est d'accord. C'est très bien. Langoustine ou gambas? Gambas, ça fait vacances. Voilà. Alors moi, tu vois, c'est la différence. Moi, Bretagne, langoustine. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Gambas. Avec une petite maillot maison. Oui, j'ai pas cette étiquette. Dommage. Voilà, c'est ma question, d'accord. Désolé. Citron vert ou citron jaune? Bah, du coup, citron jaune, parce qu'on a une recette courgette menthe citron. Ah là là. Et c'est vrai qu'avec la courgette, le citron jaune, c'est absolument incroyable. Ça a ce côté frais. On fait même des mojitos avec.
En fait, on l'a mis en base dans le verre et puis tu mets des petits trucs. C'est incroyable. Ça, je vais prendre le contact, ça peut être pas mal. Et même sur une petite tartine avec du beurre demi-sel, n'est-ce pas? Et dessus. Bretagne, attention. Et franchement, on sent bien la menthe, le citron et avec la courgette, parce que la courgette, c'est un peu un légume qui a pas trop de goût. C'est neutre. Ouais, carrément neutre. Donc en confiture, il faut vraiment très peu le sucrer. Donc citron jaune, ouais. Tu aurais dû nous dire, on a ramené tout un plat du. Mais c'est ça. non, mais ça, ce sera pour. Parce que là, tu nous donnes faim, là, en fait. Ce sera pour la soirée. D'accord. Ouais, on peut pas. Du mois de mai. Caroline. Ah, j'adore ça. Viande crue au poisson cru. Ah bah, bien sûr. C'est prédestiné les questions. Ceviche. C'est ça. Alors, dis-nous ta recette du ceviche. Ah, on va pas cacher la recette. Et moi, j'utilise des poissons de cabillaud cru. C'est le cabillaud, ouais. Citron vert, des gingembre, de l'ail. Et on fait une petite émulsion un fond poisson avec de l'ail, gingembre, céleri. Et ça aromatise avec des petits morceaux de poisson. Alors, tu vois, l'ail, par exemple, tu le coupes tout fin ou tu le presses pour que ça fasse une sorte de pulpe? Je les mince, très fin. C'est ça, tu les minces, ok. Et aussi Et je mince, j'utilise le citron. On fait un mélange. C'est le poisson avec le citron vert. Bien sûr. Qui ça va faire... là, au Pérou, on appelle la leche de tigre. C'est ça. C'est du lait. Ah, vous connaissez La leche de tigre qui ça donne un goût spectaculaire. C'est magnifique. Combien de temps tu laisses mariner, du coup? C'est super rapide, ça, à l'instant. C'est pour ça que quand on a des événements, directement, on fait sur place tous les ceviches. C'est ça. Ok, super. Avec la patate douce, les maïs. On a une confiture patate douce vanille. On n'en fait que des patates douces. Tu peux pas ajouter le petit P, tu sais, en bas du podcast. Les maïs toastés. Promotion. Alors, deuxième étiquette, Caroline. Ah, gourmet ou gourmande. Ah, je suis très gourmande. J'aime bien découvrir. Je suis très gourmande. Très bien. Alors, pomme ou poire? La pomme. Moi, je fais confiture très, très classique à la péruvienne. Très classique avec la pomme. Il y a quoi comme confiture au Pérou? Ouais, c'est ça. En typique. Typique, mais c'est des fruits exotiques. Ah, c'est des fruits exotiques. Mais je ne pense pas qu'on n'a pas, par exemple, la lucuma. Ah, je ne connais pas. Ça, quoi, ça ressemble à quoi? On a un goût au chocolat blanc. Ah, miam. Ouais, il m'a fait une édition Pérou. Il a les exportations de lucuma actuellement, c'est la pulpe de lucuma et on peut faire plusieurs choses, des desserts, des tartes. Bon, on s'en parlera. Ouais. On discutera. Voilà, des connexions se créent. Exactement ça. Avant la fin de l'année. Autour de la table. Troisième étiquette. Fraise ou framboise. J'aime bien les deux. Mais je reste avec la fraise. Ok. Rien particulier avec la fraise, mais gâteau. Toi, à tu la fais fraise. de la confiture fraise, tu disais avec quoi? Fraise, poivron, abricot, ça va super bien. Ouais. Et c'est vrai que ce qu'on s'est rendu compte, parce que du coup, on n'avait pas trop d'expérience dans la cuisine avant, à part celle avec nos mamies, mais en fait, tout ce qui a de la même couleur, c'est bête, mais fraise, du coup, et le poivron, ça va super bien ensemble. Et en fait, parfois, on fait des associations comme ça avec les fraises et des légumes ou des autres fruits qui sont roses, et ça marche super bien. Mais le poivron, tu peux très bien faire des desserts. Moi, j'ai déjà fait des desserts. J'ai fait panna cotta, poivron, chocolat blanc. Ça matche très bien. On a fait des macarons, on a mis la ganache de la confiture poivron graines de moutarde. C'était bien sûr incroyable. Super. Avec un petit foie gras. Hop. Oh là là. Alors là, il est 11h15. La quatrième, c'est bon, on a les quatre? C'est bon, on a les quatre. Florian? Alors, zester ou mandoline? Mandoline. Oh non, quoique, mandoline, c'est mandoline japonaise ou la microplane? Non, zester, c'est microplane. Ah ouais. Et la mandoline, c'est ce qui permet de couper des doigts. Zester. Voilà, parce que j'ai failli perdre mon pouce à cause du mandoline. Non, zester. Parce que moi, de base, pour la petite anecdote, j'avais passé mon CAP pâtisserie en 2019 en candidat libre. Et ouais, zester, parce que du coup... les agrumes. C'est ça, exactement. Ouais, la petite touche, moment, voilà, exactement. Touche. Éclair ou tartelette? Ah, c'est compliqué. Vous avez le droit de répondre des deux, hein, vous savez, je ne vais pas vous dire. Ouais, parce que vraiment le traditionnel, le petit éclair chocolat bien glacé, enfin vraiment le truc purement CAP, quoi, mais qui est très bien. Et petite tartelette, ça peut être ta tartelette abricot, amandine, un truc comme ça, c'est très bien. Très bien. Chocolat blanc, chocolat noir.
Le chocolat blanc, je trouve ça affreusement sucré. Puis pour moi, le chocolat blanc n'est pas du chocolat. C'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est du sucre. Exactement, du sucre et du lait. Et amaretto Grand Marnier, Grand Marnier, dans les crêpes. Bien sûr, il y a pas longtemps, les petites crêpes Suzette, hein, c'est pas mal. C'est ça, exactement. Ok, parfait. Monsieur le directeur. Merci. Alors, Paris-Brest ou Saint-Honoré? Ah bah. Alors, nous, on fait un Paris-Deauville, mais c'est Voilà. pas un Paris-Brest. Voilà. Après, moi, je suis un très grand gourmand. Je suis quelqu'un qui adore la gastronomie, donc moi, je suis pas difficile, je mange de tout et je bois de tout aussi. Comme vous, hein, si je me trompe pas. Hein. Donc, non, Paris-Brest et Saint-Honoré, moi, j'adore les deux. En parlant du Termus Nord, on en faisait beaucoup, c'était les cerfs phares qu'on faisait, et clairement, j'adore quand c'est bien préparé. Et le Paris-Deauville, du coup, c'est quoi? Le Paris-Deauville, c'est donc le chef Fréchon, c'est une petite anecdote. Hein, quand il a ouvert le Lazare, il y a 11 ans, il a voulu mettre un dessert phare à la carte. Donc, il a fait le Paris-Deauville. Pourquoi Paris? Parce qu'on est sur la gare Saint-Lazare, Deauville, c'est les directions des trains. Et il a pris la recette de sa grand-mère, parce que savoir que le chef Fréchon, voilà. Mais c'est encore les mamies. C'est ce que j'allais dire quand tu me parlais de mamie tout à l'heure. J'ai dit, en fait, ça me fait penser au chef qui me disait, voilà, moi, je reprends les recettes de ma grand-mère, tout ça, j'adorais cuisiner avec elle. Et il a pris Paris-Deauville parce que c'est le dessert de sa grand-mère et comment je peux vous expliquer ça? C'est un gâteau qui est très, très léger, très alvéolé, avec un nappage de caramel et ça a la vanille à l'intérieur. J'ai jamais goûté parce que moi je suis pas très dessert, donc je l'ai jamais. T'as jamais goûté? Non, je l'ai jamais goûté. Ah bah voilà. C'est pas possible. Non, moi, je prends Un truc qu'elle a l'assiette pas de goûté dans la fromage. carte. Voilà. Donc voilà pourquoi le Paris-Deauville. Mais après, pour revenir au Paris-Brest ou au Saint-Honoré, les deux sont très bons. Oui, Voilà. bien sûr. Après, Bordelais, Bourgogne ou Alsace. Les trois. Attention à ce que tu réponds. Hein. Ouais. C'est pour ça que Ouais, je suis juste à côté de toi, je fais très attention. j'ai vu le regard. Donc non, Bordelais. Moi, je suis un grand amateur de vin. J'adore beaucoup de. Forcément, dans notre métier, c'est une obligation. Hein. Donc le Bordeaux, j'adore. Le Bourgogne aussi, j'adore. L'Alsace, à savoir que dans les brasseries, c'est vrai qu'il y en a pas énormément. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'a priori sur l'Alsace, voilà. C'est vrai. Comme certains vins en France, comme le Muscadet, qu'à l'époque, qui était, je m'en souviens, les vignerons ont changé les étiquettes, les bouteilles, tout ça. Il y a eu une période un peu compliquée. Mais moi, j'ai fait la route des vins en Alsace et j'ai adoré. Et après, Pinot. un pinot noir, pour moi, c'est très bon. Un pinot gris, un Riesling, un bon Riesling. Ah ouais, un Riesling. Et Petit à savoir Sylvaner, que nous c'est vrai qu'on n'en avait pas à la carte. Et pour la petite anecdote, on a mis un il y a 6 mois à la carte. Voilà, on l'a mis en bouteille, en demi-bouteille pour avec notre choucroute, tout ça. Et voilà. Oh là là. Il faut faire un petit arrêt à Gare Saint-Lazare. Ah non, mais Donc voilà, mais les vins Faut pas d'Alsace, les moi aussi j'aime bien. Donc les 3 vins, voilà, aucun souci là-dessus. ça marche. Alors, olive verte, olive noire. Je suis pas trop olive verte. Olive noire, j'aime bien parce qu'on peut les prendre à l'apéritif. Ça, c'est bien avec des herbes de Provence et en plat aussi, ou forcément avec une salade. Voilà. Cuisine asiatique ou méditerranéenne, les deux. Moi, je suis ouvert à toute cuisine. Même péruvienne, je ne connais pas du tout. Ah, donc, ça va être une découverte. Pour Je ça que- proposé déjà à faire Non mais tu m'as donné envie avec le petit ceviche, donc là je me suis dit là faut qu'on goûte là. Donc non mais c'est vrai que toutes les cuisines du monde, moi je suis ouvert à tout parce que c'est vrai que nous en français on mange très bien en France, mais des fois il y a des très bons produits de d'autres pays qu'on connaît pas forcément En fait, et faut être curieux. de goûter voilà plusieurs produits étrangers, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Ouais, puis même ce que tu disais, toi, Virginie, les cuisines fusion. Ouais, mais c'est c'est bien ça. de Les trucs mélanger. sont hein. twistés, il y a des choses, c'est assez Bah, folle. tu vois, quoi. pour l'anecdote, j'ai une cliente qui est alsacienne, à qui j'ai proposé pour le mois de mars. Elle me dit est-ce que tu pourrais me faire des petites touches d'Alsace dans ton menu? Parce que moi, j'adore créer des menus. Et en fait, je lui ai proposé un bretzel fourré à la ganache de foie gras. Je vais sûrement faire un mini kouglof comté, oignon, pancetta. Et en plat, je vais proposer des ravioles de bake-off. Bon, ce podcast va s'interrompre. Pause déjeuner. C'est le 9 mars. Bon, On est tous invités. Voilà. C'est ça. Mais je me suis dit, ça peut être... Parce qu'en fait, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, je voulais pas faire un truc à base de choucroute, mais je me suis dit, bake-off, moi j'adore le mélange des 3 viandes. Après, ça te fait une petite farce. Tu vois, tu mélanges, hop, tu farcis ta pâte à ravioles et tu mets ça dans un petit bouillon. Bon. Je vais faire une petite crème au parmesan. Voilà. Bref, je ferme la parenthèse. Des spätzlés aussi. Ouais. Je pense aux spätzlés. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Ah mais en Alsace ils ont de très beaux produits. Moi je sais que ce qui m'a marqué c'était la tartiflette au Munster. Je me suis racheté un Munster, je me suis dit tiens, c'est original, on va Après, goûter. tu fais la sieste. Hein. C'est pas hyper diète. Ah oui, mais pas ici. tu manges bien, mais quand tu sors, c'est vrai que. Ouais, voilà. les tartes aux myrtilles, Ouais. enfin, Ah, ça, c'est excellent, ça. les choses à base de noisettes, c'est quand même à même... Noël et tout, j'avoue, c'est hyper lourd. Moi, je mange Le streusel. Pas du tout de cuisine alsacienne au quotidien, parce que sinon tu... Ah, c'est la cuisine qui est généreuse. Ben voilà. Convivial. C'est ça, c'est ça. Voilà. Mot-clé. Bien, alors, autre question, j'aimerais que vous me disiez tous les 4 ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur. Qui commence?
Honneur aux dames. Alors, c'est marrant parce que moi, en termes de cuisine, gastronomie, je peux être très obsessionnelle. C'est-à-dire que pendant une période, je vais avoir un ingrédient que j'ai pendant 15 jours. Je vais manger que ça. Et après, 15 jours après, je vais en avoir un autre. Un monomaniaque. Exactement. Ouais. Donc, en ce moment, c'est le pesto vert. D'accord. Voilà, je n'ai que du pesto vert. Je mange que ça, matin, midi, soir. Que tu fais maison ? Non, j'avoue, non. Je ne relèverai pas. J'achète un bon petit pesto dans une épicerie italienne. Ah, ça, déjà, ça va. Oui, je croyais qu'elle allait dire je vais dans un supermarché. Non. Mais du coup, en ce moment, c'est le pesto vert à fond. Voilà. Le pesto, c'est bon. C'est très bon, pesto vert. Mais ouais, sauf que tu peux le twister, comme tout à l'heure je disais, avec fan de carottes. Hier, nous, la formation, ils ont fait des scones salés avec un pesto de roquette. Ils font des trucs, mais c'est... Moi, je fais roquette, basilic, pistache. C'est plutôt que de mettre des pignons, tu mets de la pistache. Moi, j'aime bien la version sicilienne du pesto. Au lieu de mettre des pignons de pain, tu mets des pistaches. Et ben voilà. Franchement, en fait, le pesto en soi, c'est à chaque fois, il faut que tu aies un arachide, tu vois, quelque chose qui va permettre de faire de la sorte de crème. Ensuite, tu mets l'herbe que tu veux. Moi, sur mes... par exemple, je fais des papillotes de cabillaud et je fais un pesto de coriandre. Ah ouais, tiens. Tu mets au-dessus, ça change. Donc, après, ça a double tranchant, la coriandre avec. On aime pas, c'est très clivant. Mais bon, je demande en général à mes clients avant parce que sinon. Mais voilà, tu vois, des pestos, tu peux faire. Et t'en mets partout, des tartines. Moi, je mange que salé le matin. Donc, même sur mes tartines le matin avec un petit œuf, du saumon fumé, du pesto. Très, très bon. Bien. Alors, Caroline, qu'est-ce que tu as toujours dans ton réfrigérateur ? J'ai du vin, du fromage, j'ai tout ce qu'il faut. C'est du vin et du fromage, la vie, quoi. À la française. L'essentiel. Très bien, Florian. Je réfléchis depuis tout à l'heure. Moi, c'est un peu comme toi. C'est pareil. Je vais avoir toujours les mêmes trucs. Et un jour, je vais basculer. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, puis en plus, c'est marrant l'anecdote du pesto. Si j'ai une petite amie, si je l'écoutais, on mangerait des pâtes au pesto tous les jours. D'accord. Donc pendant un moment donné, c'était. Tu changes des pâtes. Oui, voilà, mais c'était toujours du basique dans le frigo. Un jour, j'ai dit, mais marre, on fait autre chose. Et ouais, du coup, non, ça dépend. Bon, après, moi, je suis breton, donc j'ai toujours du bon jambon. Le jambon. Ouais, un bon jambon. Jambon blanc ou jambon cru ? Un jambon blanc. Jambon blanc. Ouais, un bon jambon blanc, mais pas le jambon. Non, mais je me doute bien. Voilà. Un prince de Paris. C'est ça, Un prince de Paris, c'est super. Sinon, légumes de saison pour. Voilà. Très bien. C'est traditionnel, en fait. Mais c'est très bien, mais on ne juge personne à cette table. Moi, je vais te rejoindre. Je suis comme toi. Ah, voilà, comme moi. Le soir, tu rentres, t'as pas mangé forcément la bouteille de vin blanc au frigo, obligatoire. Et tu manges la bouteille de vin blanc ? Non. Après, et j'ai le fromage qui va avec. Voilà, toujours du fromage, plusieurs sortes de fromage, ça dépend. Parce que moi, je suis un amateur de fromage, donc une bonne tartine de pain avec du fromage et puis une bonne bouteille de vin blanc, c'est top. Voilà. Et toi, Virginie ? Et moi, il y a toujours du vin, effectivement, du vin blanc. Après, moi, je suis beaucoup le beurre. J'aime beaucoup le beurre, fromage aussi. Et puis, j'ai toujours des herbes fraîches. Voilà, des herbes fraîches qu'on peut mettre dans une salade, tu vois, au dernier moment, une salade de pâtes de riz, mais un petit peu twistée, tu vois. Et puis, évidemment, plein de fruits, plein de légumes. Moi, je suis très carotte. Voilà. D'accord. J'aime bien faire des petites tagliatelles de carottes, crues ou cuites, dans une petite huile de sésame, tu vois. Voilà. Très bien ça. Sympa. Simple. Non, mais c'est simple. Puis la petite touche de graines de sésame par-dessus. La petite touche de graines de sésame. Alors, d'ailleurs, moi, je vais souvent à la Route des Indes, qui est à Lafayette Gourmet. Et ils ont des graines de sésame au wasabi. Ils ont des graines de sésame au kimchi, donc au piment. Et ils ont des graines de sésame à la prune. Et je suis archi fan. Parce que c'est hyper... tu vois, hier, par exemple, chez mes clients, j'avais fait des noix de Saint-Jacques avec une petite bisque. Et au dernier moment, j'avais mis des graines de sésame au piment. Et ça a pimpé le truc. Donc voilà. Je te partage une autre adresse. Oui, je t'en prie. C'est Nomi Épices. Je ne sais pas si tu les connais. Marie-Lou, petit coucou à Marie-Lou, ils ont référencé il n'y a pas longtemps un tahini originaire du Liban, si je ne dis pas de bêtises. Et pour l'avoir goûté, c'est de l'or en fait. La pâte de sésame. Ah ouais, mais vraiment fait dans la tradition et puis vraiment leurs épices et tout. C'est ça aussi. Après, quand tu as des bons produits, des choses qui changent, avec une vraie histoire, c'est important. Tout à fait, ouais. Autre question. Alors, comme nous avons en plus quelqu'un qui est dans une brasserie, j'aimerais que vous me disiez le plat de brasserie pour lequel, justement, vous êtes monomaniaque. C'est-à-dire, vous allez dans une brasserie, vous dites, je veux toujours ça. Je veux le goûter dans tous les endroits de la Terre pour voir comment c'est fait. Non, tu peux en dire plusieurs. Tout de suite, le tartare. Le bœuf. Le tartare. Ça, évidemment, c'est un classique. C'est exactement ce que j'avais dit, le tartare. Alors pour moi, le tartare, tu vas manger dans n'importe quelle brasserie de Paris, parce que le mot brasserie, c'est brasse. Donc il faut que quand le client rentre, souvent ils sont pressés.
Moi, je sais qu'au Termus Nord, on le faisait sur les consoles. Bon, ça a changé depuis un certain temps. Et on le faisait sur les consoles. Le client, il arrivait. J'ai 15 minutes pour manger. Le tartare, ça prend 2 minutes à faire. On fait cuire les frites, on sert. Après, ça a été revisité. Nous, on le fait vraiment différemment au Lazare. Je vous inviterai à venir le goûter. Je donne pas la recette. Ouais. Nous, c'est au couteau. Et c'est vrai qu'il est très bon. Non, mais c'est le meilleur. Moi, j'ai goûté plusieurs tartares parce que je suis amateur, mais je sais que c'est caché. Ça se reste dans les brasseries, on va dire standard. Oui. Dans les brasseries un peu revisitées, ils font beaucoup au couteau et ils font différemment. Et je sais que c'est un plat, voilà. Quand tu rentres dans une brasserie, tu as envie de manger un tartare. Quelle est la viande que vous utilisez pour le tartare ? Je laisserai venir voir au Lazare directement. D'accord. Parce que ça m'intéresse. Il faut venir directement. Ah mais moi je viens, mais pas venir. Après, t'as plusieurs tartares de poisson aussi qui sont différents. Et les gens restent sur le tartare de bœuf, c'est la viande qui. Les tartares avec c'est un plat de brasserie pour moi. Très bien. Mais depuis quelques années, ça change. Tout le monde vient de goûter la saucisse purée parce qu'il y a un engouement autour de la saucisse purée. Voilà. Et puis comme je disais tout à l'heure, le volcan avec la sauce, c'est le retour à l'enfance. C'est vraiment le. Madeleine de Proust. C'est ça. Alors attendez. C'est exactement. Ce sera après ça. Caroline ? Les tartares aussi, j'adore. Tout ce que c'est cru. Bien mariné. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, après, c'est la vinaigrette, l'accompagnement qui fait que. Voilà. Qui change tout. Alors, moi, ça va être le réconfort, ça va être soit la bonne blanquette. En mode OSS 117, quoi. La bonne blanquette, le petit riz pilaf, ou alors le magret de canard, ou le confit de canard, avec les petites pommes de terre sautées, là. Pommes de terre saladaise. Oui, saladaise, exactement, voilà. Oui, on fait des confits de canard. J'en ai jamais. En plat du jour. Ah, mais oui, mais j'arrive. Moi, c'est souvent le lundi, c'est les quenelles. Ah oui. Après, tu viens le jour de la semaine. Tu changes tes jours de rendez-vous. Faut qu'on voit ton calendrier ensemble, ça va pas. Super. Alors, justement, par rapport à la Madeleine de Proust, donc moi, je ne sais pas si vous savez, moi, je suis une ancienne prof de lettres. Donc voilà, c'est une reconversion totale. Et du coup, je voudrais vous lire un passage de la littérature proustienne, justement, qui me rappelle à cette première vie qui était tout aussi passionnante. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Quelle est votre Madeleine de Proust ? Et ce qui est très drôle, c'est que dans toutes les émissions, à un moment ou à un autre, arrive le côté « Ah, c'est réconfortant, c'est la Madeleine ». Et tout, à chaque fois, je dis « Ne parlez pas trop, s'il vous plaît, parce que ça arrive après. » Tout le temps. Et le souvenir et l'enfance, ça marque tellement à vie. Les gens s'en souviennent. Nous, je ne sais pas le nombre de fois où quand on goûte, une personne va me dire « Ah, mais ça me rappelle la confiture de tomates vertes que faisait mon grand-père. » Bien sûr. Et c'est fou. Tout de suite, tu vois dans les yeux l'étincelle de « Ah bah, c'était ça. » Et je la retrouve. Alors, effectivement, si je pouvais répondre à la question, les confitures de légumes par rapport à nos grands-mères. Mais pour faire aussi un petit clin d'œil à mon autre grand-mère qui était italienne, en Italie, rien que l'entrée, c'est les lasagnes. Donc, c'est vrai que pour moi, les lasagnes, c'est vraiment quand même aussi ma Madeleine de Proust, italienne et française, bien sûr, les confitures de légumes. Très bien. Arnaud ? Moi, c'est la tarte aux pommes. C'est un produit simple. Ça me rappelle. Là, on en fait en plus au Lazare. La dernière fois, j'ai goûté. Et la compote de pommes étalée directement, les pommes fraîches. Moi, ma grand-mère faisait tout le temps ça. Cannelle ou pas ? Pas cannelle. Pas cannelle. Normal. Et nous, on l'a fait différemment, bien sûr. Mais non, c'est un produit qui, ça me rappelle les dîners, les déjeuners, le dimanche midi, chez papy, chez mamie. Tu vas, tu mangeais souvent les mêmes choses. Mais oui, mais voilà. Et la tarte aux pommes, c'est ça. Et quand tu remanges ça, tu dis aujourd'hui, tu dis, les gens disent, une tarte aux pommes, une tarte aux pommes, ça fait des années que ça dure. Comme le poulet rôti du dimanche, c'est ce que tu mangeais. Ou la blanquette. Ou la blanquette, voilà. C'était les plats que tu avais l'habitude de manger. C'est génial, c'est les plats, comme tu disais, qui sont réconfortants. Tu prends toujours ces mêmes produits-là, mais tu sais que tu seras jamais déçu et ça te rappelle, toute ta vie, pratiquement, parce que c'est ce que tu mangeais souvent. C'est exactement ça. Florian ? Moi, hommage, encore une fois, à grand-mère. Ma grand-mère maternelle, c'était vraiment, c'était le week-end, quand on allait en Bretagne en vacances, c'était le repas galette, crêpes. Où on n'était même pas, on n'avait même pas commencé notre petit-déj, qu'elle venait nous voir. Bon alors, combien tu voudrais manger de galettes de jambon ? Parce que j'ai acheté le jambon. J'ai pas encore pris mon petit-déj. Enfin, c'était, c'est aussi, elle avait une recette, elle faisait une aile de raie au citron. C'est bon ça. Et un jour, je l'ai vu faire un petit, ça n'a jamais le goût de ce qu'elle faisait. C'était, en fait, ça c'est mes Madeleines. Tout part de nos grands-mères. Mais c'est ça, clairement. C'est moi, je sais que j'ai beaucoup traîné dans les pattes de ma maman quand j'étais petit. Encore une fois, à Noël, c'est toujours nous qui faisons le repas pour toute la famille. Mais c'est vrai que c'est vraiment
C'est le moment. C'est ça. On est tout petit, on regarde, on observe, on s'imprègne des odeurs et tout, et puis ça arrête, quoi. Caroline? J'ai plusieurs plats, mais un qui m'a marqué, péruvien, c'est le bourguignon. C'est un type de bourguignon, mais à la coriandre. Et nous, on utilise de la bière à l'intérieur. Si on n'a pas la bière, on met du vin avec des épices péruviennes. Et tu sers ça avec quoi? Du riz? Avec du riz et des manioc. Du manioc. Des manioc accompagnés avec les manioc et si vous voulez, un peu de pommes de terre. Si on veut, on a le choix en fait. On a 3000 types de pommes de terre au Pérou. La patate douce aussi, on peut prendre. Bof. Non. Ouais, c'est sucré. Le manioc, je n'ai jamais goûté de manioc. Ouais, non plus, jamais. Le manioc, c'est délicieux. On peut le faire frit. On le fait cuit. On peut le faire frit aussi. La friture, ça passe super bien. Super bon. Alors, 2 dernières questions. Est-ce que vous pouvez compléter cette phrase? Pour moi, cuisiner, c'est faire plaisir. Partager. Vous pouvez faire une phrase. Hein. On met juste un mot. Oui, là je retrouve mon côté prof. Partager aux autres ce qu'on nous a du coup transmis. Et je reviens à la question juste d'avant. C'est on nous a appris des choses. On a créé des saveurs qui sont juste incroyables. On a envie de les partager, que d'autres personnes puissent les goûter. Si ça reste que pour nous, ça sert un peu à rien. Donc, c'est clair. Cuisiner pour soi, c'est pas très intéressant. Non, un peu nul. Arnaud? Moi, cuisiner et manger, c'est la vie. Comme ça. Pour moi, c'est les choses simples. Voilà, c'est la cuisiner, c'est tout par-delà pour manger après derrière. Donc, clairement, une bonne cuisine, c'est la vie, quoi. Caroline? Passion, amour, tout. Alors, justement, ce sera donc ma dernière question. Est-ce que vous pouvez définir, s'il vous plaît, ce qu'est la passion? Parce que moi, je suis un peu monomaniaque, en fait. Ma boîte s'appelle Communique Passion, mon livre, mes recettes passion, mon podcast Passion sans modération, et mon prochain, il y aura aussi le nom passion. Donc, je suis un peu monomaniaque. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous, la passion? Le premier truc qui me vient, c'est vraiment ce que tu ressens dans le ventre. T'allais dire ça aussi. Ce que tu ressens vraiment dans le ventre quand tu commences à faire des projets. Et c'est ce côté où tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'arrêter tellement t'adores ça. Mais tu le ressens vraiment dans le ventre. Moi, c'est la passion. C'est beau, hein? Caroline? De mon côté, c'est te donner à fond. Passion, amour, partage. Partager, de mon côté, partager ma culture et que les clients soient satisfaits. C'est quand tu aimes ce que tu fais, tout simplement. La passion, c'est ça. Quand tu te lèves le matin, tu viens, tu as la banane, tu vas au travail. Mais est-ce que tu aimes tout le temps ce que tu fais? Alors franchement, oui. Je suis quelqu'un qui est très passionné. Confirme. Et je vais te raconter plusieurs petites anecdotes. Je suis rentré dans la restauration, j'avais 14 ans et demi. D'accord, je vais avoir 40 ans cette année. Et je suis rentré au départ parce que, pas forcément savoir ce que je voulais faire, ça. J'étais pas très très fort à l'école. Je suis rentré dans la restauration, j'ai fait un CAP cuisine, un BEP cuisine, qui faisait hôtelier. Donc j'ai fait cuisine et salle. Je me suis dirigé vers la salle. Et à l'époque, je me disais, c'est quand même dur, quoi. Tu rentres dans les restaurations, à l'époque, c'était vraiment très dur, quoi. Tu rentrais, tu faisais des horaires coupures, tout ça, week-end en décalé. Et je suis monté en grade, j'ai pris un peu de hauteur, et je peux te dire que je faisais des journées de 16-18 heures par jour. Et j'avais toujours la banane. Et je m'arrête jamais. Et ils me disent souvent, t'es une machine, tu t'arrêtes pas. Et en fait, j'adore ce que je fais. Et je suis rentré, pourtant, la restauration, c'était pas mon métier de prédilection, c'est pas ce que je voulais faire plus tard. Quand j'étais jeune, je me serais dit, je veux finir directeur de restaurant un jour, ou peut-être plus tard. Mais moi, j'adore ce que je fais. Et clairement, les horaires... Après, j'ai peut-être plus profité de mon travail que ma vie de famille aussi. Ça m'a aussi porté préjudice pour un certain moment. Mais dans la restauration, quand on aime ce qu'on fait, il n'y a plus beaucoup de gens passionnés. Il y en a moins qu'avant, je trouve. Et quand tu aimes ce que tu fais, tu viens que t'as la banane, franchement, tu regardes pas ta montre tous les 5 minutes. En fait, c'est ça, tu peux pas faire à moitié. C'est ça. Dans ce métier-là, tu peux pas faire à moitié. Et moi, je suis impliqué à 100% dans mon travail. Je fais des fois, même comme tu disais, je fais changer les ampoules. Et tu viendrais chez moi, il y a des fois des choses, pourtant j'ai une grande maison avec du jardinage, je ne fais pas, mais je le fais dans mon restaurant. Parce que je veux quand un client vienne manger dans mon restaurant, parce que comme je dis au chef Fréchon, et je lui ai déjà dit, c'est votre restaurant, mais c'est aussi mon restaurant. Parce que moi, s'il y a un souci, c'est moi qui me fais disputer. Donc voilà, je lui dis, quand les clients viennent chez vous, c'est comme si c'était chez moi et je veux que ça soit propre, quoi. Il faut que tout soit nickel. Mais après, il faut avoir vraiment la passion, il faut avoir vraiment la banane. Et après, il y a des gens passionnés dans la restauration. Encore, quand même, il y en a moins qu'avant, mais voilà, les gens qui sont passionnés, ça se ressent.
Ça se ressent. Moi, c'est ce qu'on me dit souvent. On me dit, en fait, t'es jamais fatigué. Non. C'est pour ça que t'es là, parce que tous les gens qui sont à cette table sont des gens passionnés. C'est ça. Et ça se ressent. Et c'est important aujourd'hui dans notre métier, je le redis, parce que moi, j'ai commencé, j'avais 14 ans et demi. Quand je vois aujourd'hui, le métier, il a totalement changé. Quoi. La perception des gens pour venir travailler a totalement changé aussi. Et les gens qui sont passionnés, qui vont pas jouer la montre, c'est 5 minutes, t'as le client qui est encore là, ils vont dire, mais c'est bon, j'y vais, tout ça. Bien sûr. Ça, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir des gens comme ça, parce que ça se perd. Notre métier, après, il a été tellement aussi dévalorisé pendant des années. C'était juste un métier de service, mais c'est pas qu'un métier de service. Expliquer aux clients qu'est-ce qu'il y a dans le produit, tout ça, faut connaître sa carte, c'est quand même beaucoup de choses. Et il faut s'engager, faut être engagé. Ouais, et puis il n'y a rien de plus frustrant quand tu es au restaurant et que tu leur dis, vous pouvez m'expliquer ? C'est ça. Je sais pas, je reviens, je vais demander. Moi, je m'entends ça, je dis, mais allô, t'es serveur. C'est ça. Tu sais pas ce que tu fais, en fait. C'est ce que je dis, et souvent on fait des briefings. Bon, après, nous, c'est vrai qu'on est dans une gare, tout de 8h jusqu'à 22h, t'as tout le temps du monde. Donc on fait un briefing tous les midis à 11h45, des fois ça dure 2-3 minutes, je pose des questions. Voilà. Et je sais que le lendemain, je vais reposer la même question. Après, on n'a pas tout le temps de faire, mais bon, je leur dis, c'est important. Vous venez manger dans une brasserie, c'est un chef étoilé qui est au-dessus de vous quand même, c'est votre patron. Si vous répondez mal, c'est un peu la honte quand même. Donc quand on leur dit ça les fait réfléchir. Mais non, c'est vrai que notre métier, comme je dis, il faut aimer ce qu'on fait. Voilà. Si on n'aime pas, on n'a pas la banane, tous les matins, ça sert à rien de venir travailler. C'est ça, exactement. Caroline ? Je l'ai dit déjà, c'est être passionné pour tout ce qu'on fait. C'est la seule satisfaction, pour moi personnellement, c'est avoir un client satisfait. Donc, tu te dis à toi-même, voilà, j'ai fait bien mon travail et ça te motive de faire plus en plus. Ça te donne une autre énergie, en fait, pour aller plus loin. Moi, comme Arnaud, j'ai travaillé dans la restauration et ça me rappelle beaucoup. Et je me donnais à fond. J'ai travaillé 10 ans au Pullman Paris Torre Eiffel et c'était une des plus belles expériences. Ça m'a aidé à me dérouler avec les clients, à parler les services clients. Est-ce que tout se passe bien? Les services, pour moi, aussi, c'est important. Et faire les plats aussi présentables actuellement à l'azar, c'est très important. On disait justement le rapport au client, c'est-à-dire on a beau être dans notre bulle, moi qui suis chef, d'être dans la création, dans ma bulle de création, de faire la recette, je pourrais très bien dire, ok, c'est bon, j'ai mon assiette, ça suffit. Non, il y a autre chose derrière. C'est une expérience aussi qu'on propose aux clients, et puis c'est beaucoup de ton identité, ta subjectivité de transmettre. Oui. Florian, tu vas conclure. Je conclue. Oh là là, quelle dure tâche. Non, c'est... moi, je vais dire, c'est se nourrir, mais pas que physiologiquement, on va dire. Mais c'est se nourrir aussi via les rencontres. Moi, je sais que depuis... là, je suis dans ma 3e année chez Chef Square. Et c'est vrai que j'adore, parce qu'en fait, nous, on travaille avec une brigade de chefs. On s'en entre 70 et 80 à peu près chefs. Et c'est vrai que c'est génial, parce que chacun a sa sensibilité, chacun ses origines, chacun son histoire, son expérience. Et moi, en fait, rien qu'en discutant sur des cours, je voyage, en fait. Et du coup, je suis là, je dis, waouh, ça va être trop bien, ce cours-là. En fait, c'est des univers. Voilà, c'est ça. Et puis, ce qui est génial, c'est que nous, quand on fait rentrer un de nos chefs dans notre brigade, on le fait passer un test. On appelle ça les tests chefs. Où, en fait, on se fait passer pour des clients et on leur dit, voilà, tu viens, tu as 1 heure, tu fais une recette qu'on cuisine de A à Z, comme si on était des clients. Donc, on les met dans l'exercice pour voir un petit peu aussi comment ils... Parce qu'il faut aussi animer. Quand tu es tout seul dans ta cuisine, c'est bien, mais quand tu fais un cours de cuisine, il faut emmener les gens avec toi, il faut animer, il ne faut pas être tout penaud, rien dire. Et c'est vrai que c'est génial aussi, parce que voilà, c'est via ce qu'ils vont t'expliquer dans le plat, ils te font voyager dans l'assiette, mais aussi avec... ce qu'ils disent, et c'est assez chouette aussi. C'est le partage. Merci, ça va être à moi de conclure. Désolée. Quelle belle session souriante et chaleureuse avec vous 4. Nos échanges ont tourné autour de l'émotion, de la création, de la vibration et du sens surtout. Découvrir, partager, s'émerveiller, rencontrer dans la vraie réciprocité. Merci beaucoup Arnaud. Merci. Merci Marion. Merci beaucoup. Merci Florian. Merci Virginie. Et merci Caroline. Merci beaucoup. Et à très vite pour de nouvelles confidences radiophoniques. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr.
Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!